J'espère qu'au bout de mes 3 années, on aura vu émerger énormément de leaders internationaux sur nos sujets du moment, parce que c'est vraiment essentiel. Les sujets souveraineté, la santé, grâce à l'IA, on est en train de révolutionner plein de secteurs. En fait, ce qui est important quand je parle de compétitivité, c'est de s'assurer que la marque French Tech, elle soit toujours gage depuis l'international, pour les clients, pour les talents, gage d'excellence technologique et d'excellence en termes d'impact. Donc nous, on a un vrai rôle à jouer pour s'assurer que nos startups, même celles qui ne proposent pas un produit ou service en lien avec la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, au moins l'adoptent et soient compétitives avec l'intelligence artificielle. On est face à une compétition internationale qui est hyper forte. Et donc il faut que la French Tech, cette marque qui est très forte et qui rayonne partout, elle soit synonyme d'excellence technologique et d'excellence en termes d'impact. Moi, je maintiens que c'est une forme de différenciation qu'on a en France et en Europe. Je pense aussi qu'il faut qu'on change notre regard avec l'échec. En général, l'entrepreneur, il est arrivé au bout, il a tout donné. On ne devrait pas considérer ça comme un échec, mais plutôt comme de l'apprentissage. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC, le podcast qui décrypte les coulisses de l'investissement, de la tech et de l'innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Huguet. Bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui, avec Julie, on va parler French Tech. Qui ne connaît pas la French Tech dans l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui, en France et j'espère à l'international, parce que ça va être un de tes grands enjeux. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Julie. Et Julie est la nouvelle patronne, directrice de la mission French Tech. Avant de nous raconter un petit peu comment se passe la French Tech, qu'est-ce qui se cache derrière, comment cela fonctionne, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé à cette mission publique d'intérêt général et voilà, raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Avec grand plaisir, merci déjà de me recevoir. Du coup, avant de rejoindre la mission French Tech, j'étais entrepreneur. Donc, j'ai fondé ma start-up depuis les Alpes. Je suis originaire d'Annecy. Donc, je suis passée un peu par toutes les étapes de la création d'une start-up, puisque je l'ai fondée en partant de rien. Plateforme d'intermédiation entre entreprises et freelance. Coworkies, c'est ça Exactement, ouais, Coworkies. J'ai fondé à la fois en France et en Suisse, puisqu'en étant à Annecy, très vite, j'ai eu des demandes exactement dans les deux pays. Je suis passée par la levée de fonds. Donc la création de la plateforme, la levée de fonds, la mise en place de l'équipe. J'ai voulu faire une levée de fonds en 2020, mauvais timing, février 2020, je pars en roadshow pour une série A. Et à ce moment-là, la pandémie arrive et je me dis finalement c'est pas plus mal parce que je m'étais toujours fixée de lever des fonds, de grossir, etc. Et à ce moment-là précis, je me dis non, puisqu'on est au ralenti, parle un peu avec tes pairs. On est sur un marché qui avait à l'époque pas encore consolidé. Il y avait des acteurs qui émergeaient, comme Malte, d'ailleurs, qui fait partie du Next 40, qui commençait vraiment à se différencier, mais on n'avait pas encore à l'époque de gros leaders, donc puisque c'était 2020. Et donc je parle à mes concurrents, on échange et je me rends compte que finalement, des solutions qui ont vraiment des vraies plateformes, qui digitalisent toutes les opérations en France, dans d'autres pays, dans différentes devises, en tenant compte des TVA, etc., il y en avait pas tant que ça. Et donc c'était intéressant de me rapprocher plutôt d'un acteur et en un mois émergent finalement des projets de rapprochement avec 5 acteurs, dont 3 qui me font une offre ferme de rachat. En fait. Okay. Oui, à cette époque-là, le freelancing était en train d'exploser et on avait une 30aine d'acteurs finalement qui s'étaient déployés un peu sur le marché français. Ouais. Et donc je savais aussi que ça allait consolider assez vite et je me suis dit pourquoi pas être aussi dans les premiers à choisir avec qui j'ai envie de travailler pour accélérer. C'est un autre moyen d'accélérer et donc à ce moment-là, je fais ce choix-là. J'accepte une des 3 offres et donc je revends et donc je vis cette étape aussi hyper intéressante de l'exit avec un groupe qui est coté sur Euronext dont je rejoins le Comex qui était en pleine croissance, un peu comme une start-up, mais avec des codes de gestion du coup très différents. Et donc ça a été un super apprentissage également, donc vraiment une expérience entrepreneuriale assez riche finalement. Et sur cette période-là, j'ai apprécié dès les débuts de l'entrepreneuriat, vraiment d'avoir pu bénéficier de la solidarité des membres de l'écosystème, des entrepreneurs qui même quand ils n'ont pas le temps trouvent toujours du temps pour d'autres entrepreneurs, de cet écosystème French Tech qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait aussi, fait des mises en relation, etc. T'es un peu un produit French Tech ? Je suis complètement un produit French Tech issu des régions en plus. Et donc très vite je me suis dit c'est super, mais avec ma propre expérience je me rends bien compte qu'il y a encore plein de choses à faire. J'ai envie aussi de participer à cette
s'entraident. Et donc, je me suis engagée dans la French Tech à Annecy au démarrage en tant que présidente. Puis, j'ai rejoint la présidence de la French Tech dans les Alpes, donc qui est une région qui s'étend... Et ça consiste en quoi d'être justement en région de représenter la French Tech ? Ouais, et ben donc là pour le coup sur la French Tech dans les Alpes, la région était assez large, donc de Valence au Genevois français, donc ça inclut Grenoble, Chambéry, Annecy. Et ça représente quoi ? Ça représente différentes dimensions. D'abord, il y a l'animation de l'écosystème. Donc on est sur une région qui est assez large, donc avec des pôles qui tirent un peu l'activité. Non, pas la couverture, l'activité. Par exemple, Grenoble est un pôle deep tech très avancé, donc forcément plus dynamique. Par exemple, à Annecy, on commençait vraiment à animer l'écosystème, mais on avait encore pas mal de choses à faire. Enfin, voilà, une région qui est un peu différente et sur laquelle on avait envie vraiment de monter en compétences. Donc il y a une partie animation du réseau, créer des liens avec les acteurs économiques locaux, que ce soit BPI, que ce soit l'ESAT pour la recherche, vraiment une dimension d'animation de l'écosystème. Il y a une dimension aussi pédagogique qui est assez forte, c'est-à-dire expliquer quels sont les besoins des startups et comment répondre à ces besoins dans le tissu économique local finalement. Et puis il y a aussi une notion qui est assez intéressante de faire briller cet écosystème tech qui naît en région auprès des acteurs parisiens et notamment des fonds d'investissement pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on a des pépites et que ça vaut le coup d'aller les regarder. Aussi à l'international, puisque c'est des entreprises qui ont, comme celles qui se créent à Paris, ont des forts besoins aussi d'internationalisation dès qu'elles passent un certain cap, une certaine dimension. Et donc il y a tout ce rôle-là aussi d'essayer d'être le porte-parole de cet écosystème local et d'accompagner la croissance des entreprises. Mais quand on est ce porte-parole en région, tous les représentants French Tech en France sont des profils d'entrepreneurs, on est d'accord, ou c'est des représentants officiels qui appartiennent à l'administration ? Non, en fait, c'est là où c'est super intéressant et du coup, on en vient un peu à c'est quoi la mission French Tech et c'est quoi la French Tech. Mais en fait, c'est l'alliance. La mission French Tech, c'est vraiment la direction, on appartient à la direction générale des entreprises à Bercy. Donc là, c'est une administration publique, mais on est unique puisqu'effectivement, on travaille main dans la main avec le réseau de la French Tech, ce qu'on appelle les capitales et communautés, donc comme celle que je présidais dans les Alpes, qui est en fait un réseau d'entrepreneurs. Donc ce sont des associations qui sont créées partout en France et à l'international. Il y en a 48 en France, dont 17 capitales labellisées. Et on a 66 associations à l'international dans 52 pays. Et en tout, ça représente à peu près 1400-1500 entrepreneurs investis dans les boards, donc bénévolement, qui travaillent aussi avec des salariés qui sont salariés des différentes structures et associations qui sont créées sur le territoire. Et donc, le rôle, c'est bien cette animation de son propre territoire, cet ancrage, en fait, s'assurer que dans la région dans laquelle on est, eh bien, les startups peuvent émerger, qu'elles sont bien en lien avec le tissu économique local, etc., qu'elles rayonnent à l'international et qu'elles peuvent bénéficier des mêmes avantages que des startups qui se créent à Paris. Donc, il y a encore du chemin, mais c'est l'objectif. On va y revenir juste après, mais du coup, donc, tu cèdes ta boîte, t'es représentante de la French Tech, mais t'es encore en responsabilité auprès de ton acquéreur. T'es un peu en mode earn-out à ce moment-là. C'est quoi ton mindset ? Tu veux dire quand je postule pour la mission French Tech ? Non, avant de postuler, là, tu viens de vendre... Ah oui, alors je suis restée 2 ans. En fait, quand j'ai vendu, l'objectif, c'était pas de vendre et de quitter, c'était de vendre et d'accélérer. Ouais. C'est vraiment... moi, j'apportais la plateforme, la digitalisation du métier. J'apportais l'animation de communauté, puisqu'elle était très forte chez Coworkies. On avait des événements avec un média qui s'appelait Café Freelance partout en France. Et des outils digitaux, vraiment, pour aider cette communauté d'indépendants à monter... en compétences. Et donc moi j'apporte ça à un groupe freelance.com qui en fait a des référencements très forts dans les marchés publics, chez les grands comptes, etc. sans l'outil digital. Donc l'idée c'était vraiment d'accompagner ce rapprochement pour que 1 + 1 fasse 5 ou 10, enfin tout objectif de revente d'entreprise. Mais voilà, j'ai accompagné et finalement ça s'est fait assez naturellement, assez vite. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois que cette intégration se passait plutôt bien, naturellement, et donc que l'entreprise elle grossissait et qu'il y avait encore plein de challenges, puisque quand je suis arrivée dans le groupe, il y avait 80 collaborateurs, 600 millions de volume d'affaires. 2 ans après, on était 300, 1 milliard de chiffre d'affaires. Okay. Donc une croissance très forte, croissance à 2 chiffres très forte, et du coup des challenges très gros pour se structurer, pour travailler sur la culture d'entreprise, pour essayer aussi, moi j'avais très envie d'apporter cette culture tech que j'avais, que le groupe n'avait pas, mais qui est beaucoup plus difficile à apporter quand on n'est pas dans la French Tech directement, puisqu'on est une entreprise cotée, qui finalement a 20 ans, même si elle a eu de vie, c'est une entreprise qui est plus ancienne, etc. Et donc on n'était pas flagué French Tech, et j'ai un peu perdu mes repères justement d'entrepreneurs dans la tech, et néanmoins j'ai trouvé des
des leviers. Par exemple, j'avais fait rentrer l'entreprise dans le classement Tech Leaders d'Euronext pour essayer de récupérer un peu cette casquette tech, surfer un peu là-dessus. Donc ça été mes challenges, ça m'a animé pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'avais fait le tour. Comme tout entrepreneur aussi, à un moment donné, j'ai voulu retrouver ma liberté. J'avoue que j'étais plutôt partie à la base pour remonter une entreprise. Relancer quelque chose. Voilà, je vais relancer un projet. Je me suis accordé quelques mois pour prendre du recul. Donc, j'ai repris un executive master avec HEC Oxford en change leadership en me disant la transformation, c'est l'histoire courante. Continuer d'apprendre. Exactement. Okay. J'ai fait un peu de conseils auprès des startups. J'ai investi dans quelques startups en tant que business angel et j'étais contente de pouvoir le faire. Et à ce moment-là, dans ma réflexion, dans ma prise de hauteur, je vois que, et c'était pas du tout prévu, que Clara Chapaz met un post sur LinkedIn, comme quoi elle arrive au bout de ses 3 ans, que son poste, le poste pour la remplacer est ouvert, et je me dis, tiens. Et à ce moment-là, je reçois l'annonce de au moins 10 personnes. Donc, des personnes avec qui j'ai travaillé, des amis, des investisseurs qui me disent non, mais franchement, tu veux pas y aller là, c'est pas un peu pour toi ce job. Et je me suis dit bon, pourquoi pas en fait. Et j'ai postulé et en 1 mois, c'est à peu près le temps des recrutements. Me voilà arrivée à Paris, passer du privé au public et d'Annecy à une vie parisienne. Donc, on postule pour prétendre au poste de la French Tech. On vient pas te chercher spécifiquement ou... Non. C'est un process de recrutement qui est tout à fait neutre et tout à fait classique, j'ai envie de dire, avec un dossier où on devait quand même présenter une stratégie, travailler sur la stratégie. Donc, faut quand même connaître un peu l'écosystème pour le faire. Ensuite, des entretiens RH avec la direction générale des entreprises, avec la hiérarchie, etc., jusqu'à un grand jury final de membres de l'écosystème, composé de membres de l'écosystème, et de Thomas Courbe, qui est donc DG de la DGE. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, en 1 mois, très rapidement. Félicitations déjà. Voilà. Merci. Et donc, ça fait quoi ce shift parce que tu dis, finalement, c'est peut-être pour moi. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu viens du milieu de la tech, en région, tu animais déjà l'écosystème régional. Donc, en effet, le profil, ça fit pas mal comme ça, déjà aussi sur le papier. Mais toi, en termes de mindset, ça te faisait pas un peu peur, le public ? Non, tu étais déjà bien intégré parce que, justement, représentant de la French Tech, tu savais que tu connaissais un peu déjà les rouages. Alors moi, je pense que de ma personnalité, j'aime beaucoup apprendre. Donc, de la même manière que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en venant de l'horlogerie et je me suis lancée dans la tech, je me suis dit, tiens, j'ai des choses à apprendre. Et là, je suis partie un peu en me disant ça. La partie publique, je la connaissais pas. C'est très différent de présider la French Tech dans les Alpes ou peu importe sa région, parce qu'en fait on préside mais en gardant sa casquette d'entrepreneur, investi dans un board qui engage que sa parole aussi quelque part. C'est très différent d'arriver à un poste de direction d'une organisation publique, de devoir comprendre les rouages et fonctionnement du public. C'est pas non plus les mêmes leviers, c'est pas le même fonctionnement et c'est tout à fait normal. Mais du coup c'est un gros apprentissage. Mais je suis plutôt partie en me disant je suis curieuse, j'ai des choses à apporter et moi je vais apprendre aussi en retour, donc ce sera une expérience, quoi qu'il en soit, intéressante. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se cache derrière le mot French Tech déjà ? Parce que la French Tech, moi, si je dis pas de bêtises, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque Fleur Pellerin, qui est à l'initiative, avec Axel Lemaire, qui avait bien suivi derrière, ou l'inverse ? Non, c'est dans le bon sens. C'est quoi exactement la French Tech ? Pourquoi on a créé la French Tech ? En fait, la French Tech, à l'origine, donc ça remonte déjà à il y a presque 13 ans maintenant, à l'origine, elle a été créée pour qu'on puisse, nous aussi, développer l'innovation en France. Quand on regarde les entreprises du CAC 40, en moyenne, elles ont 100 ans. Quand on regarde ce qui se passe dans la bourse américaine, on voit bien que la moyenne d'âge des entreprises, c'est 20 ans, avec beaucoup de boîtes qui innovent, etc. Et nous, on s'est dit, tiens, pourquoi on n'arrive pas à avoir ce même type de business model d'entreprises qui finalement grossissent très vite, deviennent très vite des leaders. On doit être aussi en capacité d'avoir ces acteurs-là. Et pour le faire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire créer tout un écosystème de tech, autour de la tech, les investisseurs, les structures d'accompagnement, les entrepreneurs qui comprennent un peu comment ça fonctionne, les chercheurs, etc. Et donc l'objectif de la première vague French Tech, c'était celui-là, c'était de créer cet écosystème.
Progressivement, on a su le mettre en place assez vite parce que ça a été poussé par évidemment par les acteurs publics. C'est une vraie volonté et stratégie politique. Et donc c'est vraiment devenu une grosse marque en fait. Maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Pour y arriver, en fait, et c'est ça qui a été, je pense, très intelligent et qu'on retrouve peu finalement à l'international, dans d'autres pays. On nous envie souvent, on nous demande c'est super intéressant comment vous avez créé cette marque très forte. C'est qu'en fait, pour attirer cet écosystème, il y a cette marque French Tech qui englobe finalement l'ensemble de l'écosystème, qui a été créée et poussée par tout un tas d'acteurs qui ont rejoint finalement ce mouvement, cette envie de développer cet écosystème d'innovation en France. Et la French Tech, la réussite de la French Tech, c'est avant tout une réussite collective parce qu'il y a eu cette impulsion politique, mais derrière, c'est tout un tas d'acteurs qui s'en sont emparés, les investisseurs qui sont arrivés, les entrepreneurs qui ont osé se lancer, etc., etc. Et donc ça, c'est la première vague French Tech. Et ensuite, là où on a aussi été, je pense, et c'est quelque chose de vraiment assez intéressant et qu'on retrouve peu aussi dans d'autres pays, c'est que ce réseau, il s'est déployé partout en France. Et donc aujourd'hui, on peut créer une start-up partout, sur tout le territoire. Donc ça, c'était la première ère de la French Tech. Toi qui as vécu la création de start-up en région, oui. Parce qu'on peut le dire, moi, étant donné que je suis d'Île-de-France et parisien, je ne peux pas porter cette voie de créateur d'entreprise. C'est vraiment compliqué ? C'est vraiment plus difficile ? Alors, honnêtement, moi, j'ai fondé ma start-up en 2017. Et en 2017, j'étais parmi les premières start-up qui se créaient à Annecy sur un vrai business model de start-up. Donc, j'avais quand même un vrai rôle d'expliquer que j'avais des enjeux de levée de fonds, que je devais aller vite, que j'avais un produit à développer, etc. Donc oui, il y a eu un vrai apprentissage autour des business models d'entrepreneuriat autour de l'innovation qui s'est fait grâce à cette marque French Tech, grâce à cet écosystème qui s'est créé partout en France et aujourd'hui qui est porté en plus par des entrepreneurs et qui donc arrive à se déployer, continuer de se déployer et de s'insérer dans le tissu économique local. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce réseau qui s'est déployé à l'international, puisque cette marque, non seulement elle permet de faire émettre un écosystème, de créer cet écosystème en France, mais elle a permis aussi d'attirer les talents, les investisseurs, les clients étrangers vers la tech française et donc d'aider cette tech française à se déployer plus vite puisque tout ce réseau qui s'est créé un peu partout dans le monde contribue à faire rayonner cette marque. Et donc il n'y a pas un endroit quand on voyage dans un événement tech où on voit pas le coq quelque part, où on n'entend pas les acteurs locaux dire ah ben bien sûr la French Tech on les connaît, ils organisent des événements, ils sont là, ils font ci, ils font ça. Donc voilà, c'est ça aussi la force je pense de ce mouvement et de cette mission. Et donc comme je le disais, c'est assez particulier puisque à la fois c'est une mission nationale, on déploie quand même une politique publique, donc on va créer des programmes en faveur de l'écosystème, on va s'adapter à l'évolution de l'écosystème et à la fois on a ce réseau d'entrepreneurs qui contribuent à continuer à développer aussi vraiment à mailler le territoire. Justement, si on en revient à la mission, enfin spécifiquement d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la mission French Tech, mais qu'est-ce Alors, que c'est? Alors j'étais pas au brainstorming initial. Mais qu'est-ce que c'est que la mission French Tech maintenant que tu diriges, parce que on a parlé de l'intention de ce qu'était la French Tech, de la marque qui s'était développée avec tous ces réseaux. Et vraiment l'écosystème s'en est emparé, donc c'est vraiment c'est une grande réussite à ce niveau-là. Mais c'est quoi la mission French Tech concrètement? Aujourd'hui, tu as pris la direction d'une équipe de combien de personnes et c'est quoi le rôle de cette mission French Tech au sein du gouvernement, on peut le dire? Ouais, tout à fait. Donc nous, on a un rôle effectivement de continuer à faire en sorte que notre écosystème soit attractif, que nos startups qui aujourd'hui ne sont plus des startups early stage mais vraiment des entreprises plutôt matures continuent leur déploiement et qu'on arrive à faire émerger des leaders internationaux. C'est vraiment l'objectif. Les fameuses c'est celui-là. Qu'on doit avoir. Exactement. Alors on peut parler de licorne. On a beaucoup parlé de licorne pendant un moment parce qu'on finalement on mesurait. En tout cas, on faisait une différence entre un business classique entre guillemets et un business qui se développe en mode start-up par la levée de fonds et donc la licorne. C'est une valorisation à plus d'1 milliard. Donc, c'est un moyen de s'assurer qu'on a bien fait émerger, qu'on a bien investi dans les entreprises et qu'on a fait émerger les entreprises de taille finalement importante. Mais aujourd'hui, c'est plus le seul moyen de mesurer puisqu'on a un écosystème qui est mature. On a des entreprises qui sont allées chercher la rentabilité parmi nos leaders, comme par exemple Blablacar, des Content Square, des entreprises qui sont beaucoup plus développées, qui sont présentes dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, ces entreprises, par exemple, qui sont rentables, peuvent être une
une licorne ou pas forcément, parce que il y en a plein qui ne sont pas passés par des levées de fonds ou qui en ont fait il y a finalement très longtemps, et c'est plus qu'elles recherchent aujourd'hui, une survalorisation de l'entreprise. Donc il y a plusieurs moyens de mesurer qu'on a des leaders aujourd'hui internationaux. Ça peut passer par le chiffre d'affaires, ça peut passer par la présence à l'international, mais pas forcément purement sur une notion de valorisation. C'est même plutôt sain qu'on arrive à plus aller en ce sens. Exactement. C'est déjà preuve de réussite, puisque en fait, quelque part, atteindre des fortes valorisations, c'est une première étape, mais après, la suivante, c'est quand même la rentabilité, c'est le déploiement, etc., c'est l'acquisition de nouveaux marchés. Et puis finalement, on se rend compte que la période où les fonds ne coulent pas à flot, même si on a quand même des très beaux montants de levée de fonds, c'est plus exigeant. Forcément, ça force aussi les entreprises à avoir des croissances fortes, mais maîtrisées. Et effectivement, c'est assez sain. Voilà. Et donc, si on revient aux fondamentaux de la mission French Tech, oui. Comment ça s'organise alors? Comment ça se structure quand tu es arrivé? Voilà, ça y est, j'ai le nouveau poste. J'ai le poste, c'était en septembre dernier. En octobre. Concrètement, comment tu... Voilà, ça représente combien de personnes dans l'équipe? Et c'est quoi les missions, toutes les missions que tu as à gérer? Alors donc nous on a une trentaine de personnes à peu près, on est basé à Station F, mais on est rattaché au ministère de l'économie et des finances, donc on est aussi beaucoup à Bercy. Sympa d'être à Station F, c'est nouveau non? Non, en fait la mission, ouais exactement, d'accord. Elle a toujours été à Station F. Pourquoi? Parce qu'on a toujours, la volonté vraiment était de se dire, la mission French Tech doit être un acteur qui fait le lien entre le public et le réseau. Et donc le meilleur moyen de le faire, c'est d'être quand même sur le terrain, au contact des entrepreneurs. Et donc ça passe à la fois par la présence physique de nos bureaux à Station F et par ce réseau d'entrepreneurs partout en France et à l'international. Et ça, c'était vraiment important dans le déploiement de la mission French Tech, de pouvoir garder ce lien et de pouvoir vraiment faire le pont finalement entre les deux, pouvoir à la fois remonter des infos comme pour pouvoir aussi déployer des programmes qui servent à l'ensemble de l'écosystème. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai pris connaissance de ce qui existait déjà, que je connaissais plus ou moins. J'ai aussi évidemment pris le temps de parler aux entrepreneurs, de parler aux investisseurs, de parler aux grands comptes, d'essayer de vraiment comprendre quelles étaient les priorités de chacun dans la période actuelle qui est aussi un peu particulière, pour prioriser différentes actions qui sont pour moi les actions essentielles pour un entrepreneur, à savoir dans un monde où on veut que nos startups elles se développent le plus vite possible, qu'est-ce qui est important, ça reste quand même le business. C'est un enjeu de toute manière pour nos grands comptes, pour nos ETI, pour nos PME aussi, d'innover, de prendre le virage de l'IA, etc. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et donc moi, je me suis dit, on va se concentrer sur l'acquisition de business. Et je reviendrai dessus pour t'expliquer peut-être un peu comment. Le deuxième enjeu que j'ai vu, qui me paraît essentiel, c'est évidemment de maintenir le lien avec les fonds d'investissement et les investisseurs d'une manière générale, puisqu'en fait, le réflexe, j'investis dans la French Tech, il doit continuer à être fort. C'est important qu'on puisse évidemment accompagner l'évolution de nos startups. On a de plus en plus de deep tech. Donc ce sont des entreprises qui demandent quand même beaucoup d'investissement et sur un temps assez long, donc essentiel vraiment de pouvoir travailler sur ces sujets-là et bien sûr plein d'autres sujets à travailler avec les investisseurs comme le lien avec les régions, forcément que je me dois de défendre pour avoir fondé en région. Et puis le dernier point, c'est que dans la période actuelle, on est face à une compétition internationale qui est hyper forte. On a des entreprises qui se créent partout, enfin je veux dire on le sait très bien, on a des géants américains, on en a en Asie, etc. Et donc il faut que la French Tech, cette marque qui est très forte et qui rayonne partout, elle soit synonyme d'excellence technologique et d'excellence en termes d'impact. Moi, je maintiens que c'est une forme de différenciation qu'on a en France et en Europe qui est très forte, donc les fameux critères ESG, RSE, etc., qui parfois peuvent être compliqués, mais en fait, on remarque que bien souvent, nos entreprises, elles s'en servent comme un vrai axe différenciant pour gagner les marchés grands comptes quand c'est dans des entreprises B2B, pour accéder à certaines poches de fonds qui sont dédiées. Et donc, c'est essentiel de garder vraiment cette image en termes d'une French Tech qui soit compétitive et respectueuse de l'environnement et de l'impact d'une manière générale. Donc ça reste important parce que justement, tu me tends un peu la perche, mais aujourd'hui, et j'en discutais pas plus tard qu'hier avec un certain nombre d'acteurs, c'est vrai qu'il y a une étude qui est sortie, il y a je crois 18% des Français qui savent ce que c'est que l'investissement responsable, socialement responsable, et donc il y a un peu de boulot, et que aujourd'hui c'est plutôt la souveraineté, donc tu vas pouvoir en parler, mais la souveraineté, la défense qui attire les Français beaucoup plus que l'impact et l'investissement responsable. Est-ce que c'est quelque chose qui est antinomique? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vas
défendre particulièrement et qui fait partie de ta feuille de route. Comment concilier impact et deep tech et défense, par exemple? En fait, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes et qui doivent se travailler en parallèle. C'est-à-dire que la souveraineté, on vient la travailler pour plusieurs raisons: réduire nos dépendances à des solutions internationales, permettre à nos solutions françaises d'émerger, de se développer, innover plus vite. En fait, il y a plein de raisons de travailler la souveraineté, surtout dans une période actuelle. Donc, oui, donc ça reste un enjeu numéro 1. Mais pour moi, ça va pas dans un sens contraire avec l'impact. En fait, il y a plein d'entreprises qui, en incluant des sujets d'impact, non pas parce qu'elles ont une offre de valeur autour de l'impact, mais bien parce qu'elles incluent des sujets d'impact dès la création de leur entreprise, en font un vrai axe différenciant qui fait qu'elles vont attirer des fonds, qu'elles vont attirer des clients, qu'elles vont attirer des talents, parce que en fait, elles donnent du sens aussi à leurs actions, qu'elles sont respectueuses. On peut très bien entreprendre et être respectueux de l'environnement. On peut très bien entreprendre et avoir une action sociale. En fait, pour moi, c'est au contraire, c'est vraiment un axe différenciant qui fait que quand un client, un investisseur ou un talent a le choix entre deux entreprises, qu'il y en a une qui travaille ces sujets-là et l'autre non, c'est clairement un message. Ça fait la diff, ouais. Exactement. Ça peut faire la diff. Exactement. Ok. Et si on revient à cette feuille de route, donc cette partie, excuse-moi, je vais faire plein de digressions, mais cette partie business, est-ce qu'on a abordé l'ensemble des projets de ta feuille de route, ou est-ce qu'on en a manqué là, puisque dans ta feuille de route, il y a la partie business, mais tu me parlais aussi du fait qu'il y avait le lien avec les investisseurs, c'est ça, donc tu viens de partager. Et c'est quoi le troisième axe? C'est la compétitivité. La compétitivité au niveau international. L'excellence en termes d'IA, d'adoption. En fait, ce qui est important quand je parle de compétitivité, c'est de s'assurer que la marque French Tech, elle soit toujours gage depuis l'international, pour les clients, pour les talents, gage d'excellence technologique et d'excellence en termes d'impact. Donc l'excellence technologique, ça passe évidemment par l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc nous, on a un vrai rôle à jouer pour s'assurer que nos startups, même celles qui ne proposent pas un produit ou service en lien avec la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, au moins l'adoptent. Okay. Et soit compétitive avec l'intelligence artificielle. Et quand tu parles de rôle, justement, je vais mettre les pieds dans le plat sur, par exemple, l'investissement. On parlait tout à l'heure d'investissement. Aujourd'hui, il y a quand même, compte tenu du contexte géopolitique ou macroéconomique, un très fort ralentissement des investissements en France, même si, toute proportion gardée, il est bien meilleur qu'il y a quelques années. C'est ça, oui. Donc il faut quand même relativiser les choses. Moi, c'est ce que j'essaye de rappeler au maximum. Mais néanmoins, c'est 40% de moins d'invest sur les 12 derniers mois en amorçage. C'est principalement des refinancements ou des financements dans les deep tech et on va dire et un certain nombre de secteurs bien spécifiques. C'est quoi le rôle de la mission French Tech là-dedans, et est-ce que ça fait partie de ton rôle de dynamiser, redriver, c'est quoi le rôle de la mission French Tech dans cette situation? Alors, le rôle de la mission French Tech, jusqu'à présent, n'a pas été justement d'avoir un impact sur la partie levée de fonds. C'est-à-dire qu'on a deux acteurs qui sont créés en même temps, c'est BPI France et la mission French Tech. Ouais. Donc BPI France a ce lien vraiment avec les fonds et investisseur lui-même. Donc voilà, c'est un peu son rôle. Mais sur la partie, néanmoins, transformation, accompagnement de l'écosystème, de la même manière qu'on s'est rapproché des grands comptes, des ETI, des PME sur le sujet de je choisis la French Tech et donc du business, dont on pourra reparler, je suis convaincue qu'en fait, on a tout intérêt, et d'ailleurs, j'ai lancé tout un tas de petits déjeuners avec des fonds d'investissement pour pouvoir justement échanger sur les grandes priorités. Je pense qu'on a un vrai intérêt à travailler main dans la main pour entamer aussi une transformation un peu culturelle ensemble, et s'assurer en fait qu'on répond bien aux besoins de nos startups. Et pour moi, c'est essentiel. Par exemple, dans les challenges que je vois, alors je rebondis peut-être sur ce que tu as dit avant, mais moi je suis assez positive, c'est-à-dire que je me dis c'est évidemment il y a un ralentissement des investissements qui est tout à fait compréhensible au vu de la période actuelle. Il y a quand même des grosses levées qui se sont faites, Loft Orbital, Alice et Bob, donc je veux dire on continue à financer quand même en France des belles entreprises, et si on regarde par rapport à 2019, on a quand même une période très particulière avec des ralentissements en 2020, une surcompensation en 2021-2022, mais si on regarde
regarde par rapport à 2020, on est quand même à plus 50% de croissance donc des investissements. Donc c'est aussi difficile en si peu d'années de se dire est-ce que vraiment c'est un gros ralentissement, un rééquilibre, c'est lié à la période. Enfin, je pense qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes. Il faut quand même regarder qu'on arrive toujours à financer les entreprises malgré tout. Et je pense que le rôle qu'on a nous, c'est de s'assurer que les entreprises en France, de même qu'on s'assure avec les grands comptes qu'elles ont du business, parce que quand même, pour une alternative internationale, il y a souvent une alternative française en face à regarder. Donc, c'est vraiment créer cette transformation culturelle. Et je pense qu'avec les fonds, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que c'est important qu'on travaille main dans la main, qu'on réfléchisse ensemble sur quels sont les prios, qu'est-ce qu'on peut aider. Par exemple, j'ai beaucoup consulté les investisseurs sur... pourquoi on n'arrive pas à avoir un financement fort en région ? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'avoir un financement fort en région ? Et il y a plein de choses hyper intéressantes du fait de travailler ensemble qui émergent. Par exemple, quelque chose qui m'a assez frappée et qui est revenu assez souvent avec les investisseurs, c'est de dire finalement, si on arrive à identifier un secteur fort par région, là, on va beaucoup plus facilement regarder les entreprises de ce secteur dans la région. Et on va être beaucoup plus intéressé à investir dedans parce qu'on va se dire que si le secteur est fort dans la région, il y aura les talents, elles pourront scaler, ce qui est un gros frein psychologique aujourd'hui, qui n'est pas toujours vrai, mais qui est un gros frein psychologique, par exemple, pour les investisseurs, pour regarder les solutions des régions. Et en fait, là où moi, je pense que c'est intéressant, et là où on peut agir sur un accompagnement différent de ce que va proposer BPI, c'est plus sur cette transformation un peu culturelle de l'écosystème et voir comment est-ce qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions. De super pôle de compétitivité ou de spécificité régionale comme, je sais pas, on va dire qu'à Toulouse, de l'aéronautique. En fait, exactement. Par exemple, on sait que la Deep Tech est très forte à Grenoble ou à Paris-Saclay. Voilà. Ça, on le sait déjà. Mais il faut aller plus loin. Oui, en fait, sur ces régions-là, c'est identifié. C'est assez évident pour les investisseurs. Donc, ils ont l'habitude de regarder. Ouais. Mais en revanche, il y a plein de régions qui ont aussi des secteurs qui émergent, sur lesquels ils sont assez forts. Mais finalement, en termes de communication, on le dit pas assez. Souvent, c'est vraiment des changements culturels plus que structurels. C'est-à-dire que tout est là, mais maintenant, il faut le faire savoir. Ok, donc, voilà. Et ça, c'est justement une des grandes missions de la mission French Tech, c'est de faire savoir ce qui existe dans nos régions auprès de plus de liens et auprès des investisseurs. Exactement, c'est de toujours plus faire le lien avec nos capitales et communautés, avec les entreprises, avec les investisseurs. C'est vraiment de créer tous ces ponts, ces passerelles, d'animer, de fédérer l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on a construit le programme Je choisis la French Tech, qui fonctionne très bien. Donc je vais peut-être revenir dessus, mais c'est vraiment cette idée d'embarquer tout un écosystème autour d'une cause pour qu'ensemble, on y arrive beaucoup plus vite. Donc, le sujet de la souveraineté, le sujet du business, comment accélérer les entreprises pour qu'elles aient plus de business. En fait, ça fait des années qu'on entend les grands comptes et les startups vouloir travailler ensemble. Et pourtant, structurellement, culturellement, on se comprend pas et ça bloque. Donc, combien de fois on a entendu des startups dire bah oui, mais moi, j'ai eu un POC et derrière rien du tout. C'est vrai que ça a été assez voué à l'échec. Tout ce que j'ai entendu ces dernières années, tout non, mais c'est très très difficile de créer du lien. Je crois que les grands groupes ont joué le jeu avec ces fameux POC, mais n'ont jamais trouvé de vrais chemins d'entente ou de vrais sujets business. Pourquoi ? Et donc, en fait, exactement pour la raison que finalement, méconnaissance des deux mondes, pas la même façon de faire du business, bosser, des temps qui sont différents. Très différents. Exactement. Une peur aussi, ce qui ressortait beaucoup au démarrage quand on a démarré le programme, c'était la peur que la start-up finalement se plante alors que les acheteurs se sont engagés, ont engagé le groupe, une transformation pour utiliser un outil qui finalement disparaît et donc c'est eux qui en sont responsables. Donc un peu cette peur sur l'image des start-up qui pourraient peut-être ne pas répondre aux besoins ou pas sur du long terme. Il y avait un peu des choses comme ça qui finalement sont plus souvent des freins culturels. Alors, il y avait des freins structurels, mais aussi beaucoup d'a priori, de biais, etc. Et donc, une méconnaissance des deux mondes. Mais en même temps, une très forte volonté de travailler ensemble. Parce que plus on avance dans le temps, plus les grands comptes aussi se disent on n'est pas obligé de tout développer nous-mêmes. C'est un peu le fameux make or buy, mais pendant longtemps, les grands comptes faisaient et achetaient moins. Il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer. Des startups qui sont montées en maturité. Donc aujourd'hui, c'est plus la petite startup avec 10 collaborateurs, mais on parle bien quand même de géants qui sont présents quand on regarde le French Tech 120 Next 40. Ce sont des entreprises. À 93%, elles ont des présences à l'international. Elles sont rentables. Collaborateurs. Oui.
44% sont rentables. Enfin, en fait, ce sont des belles entreprises qui peuvent tout à fait travailler avec des grands comptes. Donc, ces peurs n'ont plus de raison d'être. Donc, on est allé lever finalement avec ce programme qui aujourd'hui est devenu un mouvement. On est allé rassembler les acteurs. Donc, on a 600 entreprises signataires. On a 10 grands comptes qui se sont engagés aussi financièrement pendant Visatech d'ailleurs, qui ont réaffirmé leur engagement en présence du Premier ministre sur le stand de la mission French Tech à hauteur de 1 milliard de dépenses auprès des startups. Et donc, on a travaillé avec ces grands groupes, avec les entreprises partenaires, donc les 600, mais aussi avec 90 partenaires institutionnels comme le MEDEF, comme France Digital, comme Numéum, comme toutes les associations capitales et communautés de la French Tech. On a travaillé ensemble pour déployer le programme. Et donc, l'idée, c'était d'avoir, d'une part, avec le médiateur d'entreprise, des groupes de travail autour des sujets de divergence pour comprendre aussi les grands comptes qui arrivent à travailler avec des startups, comment ils fonctionnent, ceux qui échouent, pourquoi. On a aussi mis vraiment le sujet de l'échec aussi sur la table, c'était important. On a travaillé à organiser avec tous ces partenaires des mises en relation, donc plus de 12 000 en 1 an et demi. Donc c'est quand même pas rien, parce que le programme a été lancé en 2023 par Jean-Noël Barrot et Clara Chapaz, donc qui à l'époque avait mon poste. Et donc finalement en très peu de temps, il y a eu énormément de mises en relation sur l'ensemble du territoire. Un axe qui a été développé et qui a fait que cette transformation elle est en train de s'opérer, c'est l'axe de la formation. Parce qu'en fait, c'est deux mondes qui se connaissent pas, donc plus on apprend à se connaître, plus c'est facile de travailler ensemble. Donc ça passe par BPI France qui a développé DAPI, donc qui est une formation qui accompagne les grands comptes pour bien comprendre les enjeux des startups, mais aussi pour mettre en place des outils pratiques pour arriver à finalement cranter et arriver à travailler avec les startups. Et nous, on a lancé en février, je choisis la French Tech Academy, parce que ce mouvement, il a pour vocation de débloquer aussi la commande publique. Et cette académie qu'on a lancée, qui est un MOOC gratuit en ligne à destination des entrepreneurs, il vient expliquer et donner tous les codes pour répondre à la commande publique. Où trouver les appels d'offres, comment y répondre, qu'est-ce qui est important. Et ce sont vraiment tous les acheteurs côté public qui se sont engagés. C'est vraiment le guichet unique pour un peu le guichet unique pour avoir accès à la commande publique. Alors c'est pas un guichet unique, c'est une formation en ligne. Okay. Vraiment, c'est une formation où tous les acheteurs donnent tous les codes pour dire allez-y, parce que souvent l'entrepreneur n'ose pas y aller, il se dit oh là là, je vais passer du temps, je vais mal répondre, c'est quand même compliqué, on comprend pas tout. Ça paye mal, ça va être je suis pas sûre d'avoir, je suis pas sûre de gagner le marché. C'est toujours des appels d'offres. Exactement. Et donc ça, c'est bien expliqué pour justement accompagner toujours plus d'entreprises à faire le pas, parce qu'en réalité... Il y a des marchés. Oui, il y a des marchés. Il y a beaucoup d'a priori en plus. Oui. Donc, il faut savoir que les pouvoirs publics se sont aussi transformés, digitalisés. Exactement. Et donc, du coup, il y a des gros marchés à prendre. Et pour ces startups, et on en voit d'ailleurs qu'on gagne des marchés à Lannes, il y a pas longtemps, qui a fait pas mal de bruit par rapport à des gros acteurs. Malte aussi travaille beaucoup avec les marchés publics. C'est ça un peu l'idée. Mais c'est pas que c'est que pour ces grandes startups. Toi, les principaux objectifs, c'est pour nos belles, on va dire belles ETI, startups, de leur donner plus d'accès, plus de commandes et de grossir, ou c'est aussi tout le reste du vivier, du bassin, écosystème. Alors, c'est toutes les startups. C'est toutes les startups. D'ailleurs, notre formation, elle est gratuite, accessible en ligne à tout entrepreneur, en réalité. Maintenant, évidemment, travailler avec un grand compte, qui soit privé ou qui soit public, nécessite d'être quand même un minimum structuré et de pouvoir répondre à une forte demande. Parce qu'on parle quand même de gros marchés. Donc, il faut quand même être en capacité d'avoir suffisamment de collaborateurs et d'être en capacité de répondre. Donc, une petite entreprise a des marchés publics qui peuvent les intéresser, mais peut-être pas les mêmes qu'une entreprise un peu plus grosse. Voilà. Donc, et de toute façon, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Ça fait partie de tes vrais gros objectifs aujourd'hui dans ta feuille de route. Ça fait, Je choisis la French Tech et le business. Pour moi, c'est l'enjeu numéro 1 parce que c'est l'enjeu numéro 1 des entreprises. D'abord, si elles ont du business, elles vont aussi lever des fonds, elles vont se développer plus facilement, elles auront accès à tout le reste. Donc, le business, ça reste l'essentiel. C'est ce qui permet d'être rentable le plus vite possible. C'est de toute façon sain et c'est l'objectif de n'importe quel entrepreneur qui crée son entreprise. Donc ça là-dessus, en tout cas. oui, normalement ça l'est. Et donc de pouvoir les aider là-dessus, de pouvoir arriver à changer les mentalités, à attirer vraiment les grands comptes, à attirer les marchés publics. À ouvrir les marchés publics, pour nous, c'est une vraie priorité. Et on voit que c'est en train vraiment de se transformer. Et je pense que tu as dû le remarquer, mais il y a 2 ans de ça, quand tu regardais les articles sur les startups, c'était uniquement des articles autour des levées de fonds. On ne parlait d'une startup que parce qu'elle levait des fonds, finalement.
Ouais, ça en a énervé plus d'un d'ailleurs. Mais... Et du coup, oui, exactement. Mais c'était ça c'était ça la mode. C'était ça la mode. Et je me rappelle, il y a quelques années, avec ma startup, j'étais à l'époque accélérée par The Family. Et je me rappelle de WeMind, qui étaient les premiers un peu à communiquer comme ça sur les business qu'ils faisaient. Et je me disais, tiens, c'est super intéressant, c'est les seuls qui font ça. Ils commençaient sur LinkedIn à dire, on a contractualisé avec un tel, on a signé tel contrat, etc. Et c'était, oui, je pense que ça devait être en 2021, par là, 2022. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai réflexe. C'est-à-dire que autant les grands comptes que les startups communiquent vraiment sur les business qu'ils font, mais aussi du coup indirectement sur les cas d'usage. Et ça aussi, ça contribue à générer plus de business pour les entreprises parce que malgré tout, il y a encore beaucoup d'acteurs, PME, ETI ou grands comptes, et surtout avec l'intelligence artificielle où tout va très vite, où on a du mal parfois à comprendre vraiment quels sont les cas d'usage qu'on pourrait utiliser très vite dans notre entreprise, etc., qui pourraient nous faire gagner du temps. Et vraiment, de fait de pouvoir communiquer réellement sur le vrai business des entreprises et non sur leur levée de fonds, ça permet ça aussi, en fait, de faire comprendre ce que fait l'entreprise, quels sont les cas d'usage, comment moi je peux me les approprier en tant qu'entreprise, quel intérêt à travailler avec une start-up, etc. Donc c'est un vrai changement culturel et très positif qui est en train de s'opérer. Et pendant Vivatech, je terminerai peut-être là-dessus, mais CMA avec Mistral là. Ah ben il y a 10 jours à Vivatech, on a célébré des contrats toute la semaine. C'était incroyable. Donc moi j'étais sur le stand de Bouygues Construction qui a signé avec Voodoo. On avait SNCF qui a affiché de nombreux partenariats. On avait effectivement Mistral évidemment, mais je pense à Orange et Sweep. Enfin, on a célébré vraiment des contrats, des très beaux contrats toute la semaine. Donc c'est un vrai changement qui, ça y est, je pense, a opéré. Et qu'est-ce que justement, ça dure combien de temps? C'est 3 ans l'émission? Enfin, combien de temps ça dure la feuille de route ou tes objectifs? C'est ça. Oui, alors mon mandat, moi, c'est 3 ans. Ma feuille de route, je l'ai faite effectivement pour 3 ans, mais néanmoins une feuille de route, ça se révise en fonction aussi des priorités d'un marché qui évolue, etc. Je pense que là, dans la période de toute façon qu'on est en train de traverser, avoir un focus sur le business, sur l'accès aux fonds et sur la compétitivité, ça paraît plutôt sain dans la période. Néanmoins, évidemment, on n'est pas à l'abri de pouvoir apporter d'autres briques si dans les 2 prochaines années, on a envie d'ajouter d'autres choses à cette feuille de route. Et on ne lâche pas évidemment tous les sujets non plus d'inclusion, de parité qui sont essentiels et que je rentre moi dans la partie compétitivité parce que je pense que ça en fait partie et que ça mérite de ne pas être traité à la marge mais vraiment comme un objectif principal pour une entreprise. Et si on revient un peu sur le financement, aujourd'hui on a, tu parlais de 2020 avec ta start-up, on a eu tout un énorme programme de PGE, donc de prêts garantis par l'État, qui commence maintenant, qui a été repoussé, qui a été, voilà, on a, je pense, repoussé au max là, et donc on commence à vivre. On rembourse. On rembourse. Voilà, les entreprises remboursent ou n'arrivent plus à rembourser. Oui. Et donc il y a ce nouveau sujet de financement où on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui partent en faillite. En tout cas pour certaines en reprise. On a eu un post récent d'un super entrepreneur que je n'aimerais pas mais qui a eu énormément de succès sur le fait d'essayer de promouvoir la reprise d'entreprise plutôt que la création, parce qu'on a pas mal de savoir-faire, on a pas mal de boîtes quand même et on injecte beaucoup d'argent dans des sociétés qui finalement vont au tapis. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et parce que quelque part, on est quand même en train de vivre, je ne veux pas être défaitiste, mais une petite hécatombe là, de boîtes. Et encore une fois, c'est le marché qui veut ça se structure, ça s'assainit. Des boîtes oui, le rattrapage des dernières années, parce que comme tu l'as dit, les PGE ont aussi prolongé certaines entreprises qui se seraient certainement arrêtées avant, parce que pour plein de raisons, quand on crée une entreprise, il y en a malheureusement aussi beaucoup, et surtout dans des notions de start-up, d'innovation qui n'arrivent pas au bout de la course. Moi, je pense 2 choses. Je pense qu'effectivement,
le fait de pouvoir reprendre des entreprises existantes et les relancer, c'est très bien. Et je pense qu'il faut le faire et qu'on ait de plus en plus ce réflexe. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se disent, moi, ça m'intéresse de reprendre des entreprises. Et je pense que c'est très bien. Il faut continuer à le développer. Je pense aussi qu'il faut qu'on change notre regard avec l'échec, parce qu'on a un regard sur l'échec en France, en tout cas sur un arrêt d'entreprise qui est vu comme un échec, alors qu'en soi, en général, l'entrepreneur, il est arrivé au bout, il a tout donné, son énergie, son argent, sa motivation, parfois même sa famille. Et donc, en soi, c'est un entrepreneur qui pourrait très vite remonter sur selle, recréer autre chose et réussir. Et c'est comme ça qu'on les voit, en fait, les entrepreneurs expérimentés dans plein d'autres pays, comme aux États-Unis, où on se dit, OK, sa boîte, il n'a pas réussi cette fois-ci, il a tout donné. Maintenant, il faut passer à autre chose et il faut remonter une entreprise. Et nous, on a un peu de mal quand même, culturellement, je trouve, encore en France. Beaucoup de mal en France avec l'échec. Ouais, parce qu'en fait, on ne devrait pas considérer ça comme un échec, mais plutôt comme de l'apprentissage. Moi, je sais pas toi, mais moi, je connais pas d'école qui te forme réellement à l'entrepreneuriat. Tu apprends sur le terrain. Tu ne peux pas te former, tu vois. Enfin, ta formation, elle est sur le terrain. Il n'y a pas deux entreprises qui sont pareilles. Tu ne peux pas prévoir une pandémie, par exemple. Tu vois, c'est certain. Il y a plein de choses auxquelles on n'est jamais réellement prêt et on apprend à le vivre et puis on s'entoure, surtout on apprend à s'entourer, le collectif, etc. Et est-ce que ça fait partie de tes missions, de ton rôle et comment on fait ce changement de culture? Parce que j'aime à dire quand même qu'il y a une quinzaine d'années, l'entrepreneuriat, c'était tellement has-been, c'était le patronat, c'était horrible, c'était les méchants. Aujourd'hui, entrepreneur, c'est cool. C'est un mot cool. Moi, je parie que dans 5-7 ans, investisseur sera cool. Mais en plus de cela. Mais du coup, ça voudrait dire que vous aurez fait un bon boulot aussi. Mais du coup, comment on fait ce changement de culture du risque? Parce que là, on va être face à, encore une fois, pas mal de boîtes qui vont se casser la figure. Et de l'autre côté, il va falloir qu'on défende le fait que c'est quand même une bonne chose et que c'est normal et que c'est sain et qu'il faut aller, que c'est pour le bien, quoi. Bien sûr, mais moi je pense qu'il faut déjà simplifier simplifier les démarches pour qu'un entrepreneur qui, à un moment donné de sa vie, ferme une entreprise, soit en capacité d'en recréer une le plus vite possible. Qui soit accompagné vraiment dans le fait de pouvoir remonter une entreprise, qui soit pas fiché Banque de France ou qu'il ait une passerelle pour pouvoir s'investir dans un autre projet, par exemple, en tant que dirigeant. En fait, il faut arriver à créer plus de passerelles pour que ces entrepreneurs, ils se relancent très vite. Et je pense que ça changera aussi l'image qu'on a d'eux, parce qu'en fait, ça récompensera le fait que ce sont des gens expérimentés, ce sont des gens qui peuvent à nouveau recréer une entreprise, recréer de l'emploi, recréer de la valeur, qui ont beaucoup moins de chances de se planter parce que justement ils se sont plantés avant. Donc voilà, pour moi c'est progressivement parce que peut-être là maintenant on va être face à un certain nombre d'échecs, de rattrapage par rapport à toutes ces boîtes qui auraient peut-être dû fermer ces dernières années, qui finalement ont encore essayé un peu, etc. Et puis peut-être un apprentissage aussi, ce qui réussit très bien aux États-Unis sur ce sujet particulier, c'est d'arrêter vite. C'est-à-dire que quand on voit que ça va pas, en France, comme c'est vu comme un échec, on continue. On s'accroche, on réessaye, on remet un prêt, on continue. Ouais. Et peut-être qu'à un moment donné, le fail fast, il faut aussi arriver à le faire. Mais comme culturellement, on sait que ça va être très difficile, le regard des gens, les investisseurs qui n'ont plus envie de réinvestir, les banques qui reprêtent pas, peut-être qu'on est fiché Banque de France, etc., etc. On n'a pas envie d'y aller. Donc on s'accroche et on continue et on essaye. Et finalement, à la fin, les entrepreneurs, ils sont épuisés et ils n'ont pas forcément de recommencer, ce qui est vraiment dommage. Donc je pense que c'est un peu tout ça, mais c'est un changement culturel. Comment on l'approche, je pense que c'est en parlant dans des podcasts avec toi, c'est en valorisant les expériences de ceux qui se sont lancés, qui ont réussi, c'est en changeant le vocabulaire qu'on utilise. Sinon, c'est pas un échec. Quelqu'un qui se relance, c'est pas un rebond. Je trouve que c'est un peu péjoratif aussi. Je pense qu'il y a peut-être un wording à trouver, à changer. Voilà, c'est comme tout changement culturel, ça prend du temps. Mais on a tout intérêt à le faire. Ouais, mais c'est vraiment un sujet très très intéressant, le sujet du risque et de l'entrepreneuriat et du temps, parce que tu vois le fail fast, je pense c'est pareil, il faut trouver le juste milieu, parce que je connais aucun entrepreneur digne de ce nom entre guillemets, et il y en a plein évidemment à succès, mais qui n'ont pas quand même créé leur boîte et mis quand même 8-10 ans avant d'y arriver, tu vois. Et le fail fast, c'est j'ai levé, j'ai cramé et bon, ça n'a pas marché, alors on arrête et on arrête les frais. Oui, il ne faut pas aller dans cet extrême. Là-dessus, je te rejoins complètement. Il faut réussir à trouver ce juste milieu, mais très clairement, ce qui est intéressant, c'est sûr que si un entrepreneur n'a pas le courage d'arrêter parce que c'est très mal perçu le risque, alors on a très peu de chances
de profiter de son expérience pour qu'il recrée une société et là qu'il apporte beaucoup plus d'instruments productifs à la France et que ce soit une réussite. Le temps file à toute allure. Oui. J'aimerais quand même qu'on puisse parler un tout petit peu un peu des deep tech et de l'international aussi. Okay. Parce que je pense que c'est quand même aussi un peu le nerf de la guerre pour défendre d'un côté notre souveraineté quand on parle des deep tech et puis de l'autre côté il faut promouvoir notre savoir-faire et ne pas se laisser rester dans notre petit marché. C'est quoi votre rôle avec tes équipes? Alors sur les deux sujets, on est très investis. D'abord parce que les deep tech sont soutenus par l'État avec le plan deep tech depuis déjà presque 5 ans qui porte vraiment ses fruits. On a beaucoup d'entreprises et d'ailleurs on a eu aussi France 2030 qui a eu pour vocation de soutenir les deep tech et nous on a développé le programme French Tech 2030 où on a soutenu 120 entreprises. Donc là, le programme ne s'arrête pas, mais la première promotion se termine là au mois de juin. Et en fait, notre objectif, nous, c'est d'identifier les entreprises, les pépites sur les sujets dans lesquels on a vraiment besoin de souveraineté. Donc, par exemple, toutes les innovations de rupture, l'industrie, la santé, ces sujets qui sont clés, et d'accompagner les entreprises qui œuvrent sur ces thématiques au travers du programme French Tech 2030, de la même manière qu'on accompagne les French Tech 120 Next 40 en leur ouvrant un maximum de portes. Parce qu'en vrai, ça leur apporte quoi, ça? Tout le monde se demande, est-ce que c'est un gros coup de com'? Le programme Qu'est-ce que ça leur apporte en vrai d'être membre du French Tech 40 et 120? Alors, ça leur apporte beaucoup de choses. D'abord, c'est pas un classement, c'est un programme d'accompagnement. Donc, même si aujourd'hui il est perçu comme un classement ou comme un label qui, malgré tout, leur ouvre des portes, nous, souvent, on nous dit en termes de visibilité... Et de business, j'imagine, pour le fameux... exactement. De crédibilité, d'attrait des talents, par exemple. Ça, c'est un peu tous les effets de bord du programme. Mais en soi, c'est quand même un programme d'accompagnement. On a une équipe de start-up managers dédiés qui sont en fait là pour lever tous les freins que ces entreprises vont rencontrer pendant l'année d'accompagnement. Donc, ils peuvent avoir des difficultés avec certaines administrations, par exemple, des sujets réglementaires. Et nous, on a des partenaires dans 60 administrations publiques et on vient trouver la bonne personne dans l'administration, essayer de débloquer le sujet, mettre en relation, essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, etc. pour les accompagner. Là, on fait vraiment... La coordination et le lien avec justement... Vraiment le pont entre le public et le privé. Et ça, c'est vraiment... unique et sur des programmes d'accompagnement comme French Tech 2030 où on a finalement des startups deep tech qui dépoussièrent des secteurs finalement qui n'ont pas été dépoussiérés depuis très longtemps, des sujets de réglementation on en a à peu près tout le temps. Donc c'est un vrai atout pour ces entreprises pour vraiment les aider à très rapidement trouver des solutions, avancer, etc. Mais c'est pas tout. En fait, ces startup managers, ils mettent en lien au travers du programme Je choisis la French Tech les entreprises avec les grands comptes. On les met en visibilité, on les remonte en visibilité auprès aussi de nos politiques, ce qui est important. Parfois, ils participent à des délégations avec les politiques pour les aider à signer plus rapidement des contrats à l'international, par exemple. On les met en lien avec nos capitales et communautés de la French Tech et on travaille avec Business France pour ça aussi, pour les aider sur l'internationalisation de leurs solutions. Donc, je le disais, mais c'est 93% de la promotion French Tech 120 Next 40 qui est à l'international et qui a 35% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Okay. Sur les 42 000 emplois qui sont créés par cette promotion, c'est 29 000 en France, le reste à l'international. Donc, ce sont des entreprises qui ont des forts besoins à l'international. Et donc, nous, on est là vraiment aussi pour les aider sur ces briques-là. Et puis, je te parlais de compétitivité tout à l'heure, mais et d'adoption de l'IA, d'adoption aussi de renforcement sur tous les sujets impact. Eh bien, on est là aussi pour les accompagner sur ces thématiques, pour s'assurer que, ils progressent aussi sur les sujets d'IA beaucoup plus vite qu'une entreprise finalement traditionnelle où on sait que l'adoption peine encore un peu en France et en Europe d'ailleurs sur ces sujets-là. Donc nous on est vraiment là pour les accompagner et les accélérer pendant 1 an. Et est-ce que la French Tech a son équivalent justement européen ou est-ce que vous êtes en train de créer aussi ces liens pour essayer de faire en sorte ensemble d'être plus forts En fait, c'est assez intéressant parce que chaque pays en Europe fonctionne de manière un peu différente. Parfois, c'est une volonté publique, parfois, c'est plutôt des acteurs privés, des équivalents, par exemple, de France Digital. Parfois, c'est des équivalents de BPI qui font un peu BPI/French Tech. Parfois, c'est plutôt que de la transformation comme la French Tech. Mais il n'y a pas vraiment d'équivalent et il n'y a pas d'équivalent qui s'appuie sur un réseau d'entrepreneurs comme nous. Donc, on reste assez unique. On communique néanmoins beaucoup avec les différents pays. Et ce qui est intéressant, c'est de se
se dire qu'effectivement, il y a des enjeux aujourd'hui, et encore plus avec la période actuelle, qui mériteraient qu'on aille les porter au niveau européen. Donc, par exemple, cette semaine, j'étais avec Maria-Louise Albuquerque, que je n'écorche pas son nom, donc qui est commissaire européenne aux services financiers, et avec France Digital. Et on échangeait justement sur ces enjeux, par exemple, au travers du programme Je choisis la French Tech, qui est un programme finalement où on sait que nos grands comptes travaillent aussi avec des startups européennes, nos startups travaillent aussi avec des grands comptes européens, donc on aurait tout intérêt à un moment donné à grossir le gâteau, à faire en sorte que cette dynamique, elle passe aussi au niveau européen. Donc voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose qui est en train de s'organiser à différents niveaux, bien sûr plutôt porté par nos politiques que par la mission French Tech, puisque nous on est une organisation publique, c'est pas notre rôle, mais néanmoins on y contribue, et on serait très ravis de pouvoir apporter la méthodologie qu'on a su développer en France au travers de programmes comme Je choisis la French Tech et qui s'appliquerait parfaitement bien à un niveau européen en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de pays qui nous envient BPI et qui nous envient maintenant la French Tech. Et donc moi, à chaque fois que je voyage et que je découvre une communauté à l'international, on nous le dit tout le temps. Donc ça, c'est précieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble de tes équipes vis-à-vis de cette feuille de route ? Toi, le principal, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Alors écoute, plusieurs choses. D'abord, moi j'espère qu'au bout de mes 3 années, on aura vu émerger énormément de leaders internationaux sur nos sujets du moment, parce que c'est vraiment essentiel. Les sujets souveraineté, la santé, grâce à l'IA, on est en train de révolutionner plein de secteurs. Donc j'espère qu'on va avoir vraiment des leaders français émerger et qui prennent la place au niveau international. Et puis bien sûr, si les personnes qui nous écoutent ont envie de rentrer en contact avec nous, ta communauté d'investisseurs, je serais ravie de pouvoir travailler avec eux sur les enjeux qu'on a en commun avec toutes ces belles startups et les grands comptes qui nous écouteraient de rejoindre le programme Je choisis la French Tech, ça serait formidable. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Julie pour cet échange passionnant et j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger à nouveau. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.